marquant des États-Unis est la liberté d'expression, dans la mesure où ce pays est exceptionnel, dans la mesure où nous avons le premier amendement de la Déclaration des droits. Nous avons la liberté de conscience, nous pouvons dire ce que nous pensons vraiment. Il n'y a pas d'exception pour les discours de haine. Ce n'est pas parce que vous détestez ce que pense quelqu'un d'autre que vous pouvez l'obliger à se taire, car nous sommes des citoyens, pas des esclaves. Mais ce droit fondamental qui fait de ce pays ce qu'il est, ce droit dont découlent tous les autres droits, disparaît à grande vitesse face à la censure. La censure moderne ne ressemble en rien au régime de censure des pays et des époques précédentes. Notre censure est influencée par la lutte contre la désinformation et la malinformation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont omniprésents. Et bien sûr, ils ne font aucunement référence à la question de savoir si ce que vous dites est vrai ou non. En d'autres termes, vous pouvez dire quelque chose qui est factuellement exact et cohérent avec votre propre conscience. Et ça a toujours été ainsi auparavant en Amérique. Vous avez le droit absolu de dire ces choses. Mais parce que quelqu'un ne les aime pas ou parce qu'elles ne conviennent pas au plan des personnes au pouvoir, elles peuvent être dénoncées comme de la désinformation. Et vous pouvez être privé de vos droits de les exprimer, que ce soit en personne ou en ligne. En fait, exprimer ces choses peut devenir un acte criminel et nous en sommes là. Il est important de savoir que le secteur privé n'est pas le seul à agir de la sorte. Ces efforts sont dirigés par le gouvernement américain que vous payez et qui vous appartient, du moins en théorie. C'est votre gouvernement, mais il vous prive de vos droits à vive allure. La plupart des gens le comprennent intuitivement, mais ils ne savent pas comment cela se passe. Comment la censure se produit-elle? Quels en sont les mécanismes? Mike Benz est, nous pouvons l'affirmer avec une certaine confiance, l'expert mondial en la matière. Mike Benz était responsable de la cybernétique au département d'État. Il est aujourd'hui directeur exécutif de la Fondation pour la liberté en ligne. Et nous allons avoir une conversation avec lui sur un type de censure très spécifique. Nous ne saurions trop vous recommander de lire Mike Benz si vous voulez savoir comment cela se passe. Mais aujourd'hui, nous voulons juste parler d'un type spécifique de censure et cette censure émane du légendaire complexe militaro-industriel de notre industrie de la défense et de l'établissement de la politique étrangère à Washington. C'est d'autant plus important que nous sommes à l'aube d'une guerre mondiale. On peut donc s'attendre à ce que la censure augmente considérablement. Sur ce, voici Mike Benz, directeur exécutif de la Fondation pour la liberté en ligne. Mike, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Je ne saurais trop insister auprès de votre auditoire sur l'exhaustivité de vos connaissances sur ce sujet. C'est presque incroyable. Pourriez-vous nous expliquer comment les responsables de la politique étrangère, les entreprises de défense, le ministre de la Défense et toute la constellation d'institutions liées à la défense et financées par des fonds publics nous privent de notre liberté d'expression ? Bien sûr, vous savez, l'une des façons les plus simples de commencer l'histoire est de parler de la liberté sur Internet et de son passage à la censure. Parce que la liberté d'expression sur Internet a été un instrument d'État, presque dès le début de la privatisation de l'Internet en 1991. Nous avons rapidement découvert, grâce aux efforts du département de la Défense, du département d'État et de nos services de renseignement, que les gens utilisaient l'Internet pour se rassembler sur des blogs et des forums, et la liberté d'expression a été défendue plus que quiconque par le Pentagone, le département d'État, et notre sorte d'architecture de blob d'ONG et de la CIA, comme un moyen de soutenir les groupes dissidents dans le monde entier afin de les aider à renverser les gouvernements autoritaires, comme on les appelait en quelque sorte. Essentiellement, la liberté d'expression sur Internet a permis des opérations instantanées de changement de régime afin de faciliter l'agenda du département d'État de l'établissement de la politique étrangère. Google en est un excellent exemple. Google a été créé grâce à une subvention de la DARPA par Larry Page et Sergey Brin, alors qu'ils étaient encore doctorants à Stanford. Ils ont obtenu leur financement dans le cadre d'un programme conjoint de la CIA et de la NSA visant à déterminer comment, je cite, « les oiseaux de même plumage se rassemblent en ligne grâce à l'agrégation des moteurs de recherche ». Un an plus tard, ils lançaient Google et devenaient rapidement des entrepreneurs militaires. Ils ont obtenu Google Maps en achetant un logiciel satellite de la CIA essentiellement et la capacité d'utiliser la liberté d'expression sur Internet pour contourner le contrôle de l'État sur les médias dans des endroits comme l'Asie centrale et partout dans le monde. Et c'était considéré comme un moyen de faire ce qui se faisait auparavant dans les bureaux de la CIA ou dans les ambassades ou les consulats d'une manière qui a été totalement accélérée. Et
Et toutes les technologies de liberté d'expression sur l'Internet ont été créées à l'origine par notre État de sécurité nationale. Les VPN, réseaux privés virtuels pour cacher votre adresse IP. Visiter le dark web pour pouvoir acheter et vendre des biens de matière anonyme et pour mettre fin aux discussions cryptées. Toutes ces choses ont été créées à l'origine comme des projets de la DARPA ou comme des projets conjoints de la CIA et de la NSA afin d'aider les groupes soutenus par les services de renseignement à renverser les gouvernements qui posaient problème à l'administration Clinton, à l'administration Bush ou à l'administration Obama. Ce plan a fonctionné comme par magie de 1991 à 2014 environ, date à laquelle la liberté de l'Internet et son utilité ont commencé à être remises en question. Le point culminant de ce moment de liberté d'expression sur Internet a été le printemps arabe de 2011 et 2012, lorsque les choses se sont passées une à une. Tous les gouvernements adversaires de l'administration Obama, l'Égypte, la Tunisie, ont commencé à être renversés par des révolutions par le biais de Facebook et Twitter. Le département d'État a travaillé en étroite collaboration avec les entreprises de médias sociaux afin de maintenir les médias sociaux en ligne pendant ces périodes. Jared Cohen, de Google, a passé un coup de fil célèbre à Twitter pour lui demander de ne pas effectuer la maintenance prévue afin que le parti d'opposition préféré en Iran puisse utiliser Twitter pour remporter l'élection. La liberté d'expression était donc, dès le départ, un instrument de l'État de sécurité nationale. Toute cette architecture, toutes les ONG, les relations entre les entreprises technologiques et l'État de sécurité nationale ont été établies depuis longtemps pour la liberté. Mais en 2014, après le coup d'État en Ukraine, il y a eu un contre-coup inattendu où la Crimée et le Donbass se sont séparés, essentiellement avec un soutien militaire auquel l'OTAN n'était pas du tout préparé à l'époque. Ils ont eu une dernière chance, le vote sur l'annexion de la Crimée en 2014. Et lorsque les cœurs et les esprits des habitants de la Crimée ont voté pour rejoindre la Fédération de Russie, ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase du concept de liberté d'expression sur Internet aux yeux de l'OTAN, qui estimait que la nature fondamentale de la guerre avait changé à ce moment-là. L'OTAN a alors déclaré ce qu'elle a d'abord appelé la doctrine Gerasimov, du nom du général de l'armée russe qui, selon elle, aurait prononcé un discours selon lequel la nature fondamentale de la guerre avait changé. Il n'est pas nécessaire de gagner des escarmouches militaires pour s'emparer de l'Europe centrale et orientale. Il suffit de contrôler les médias et l'écosystème des médias sociaux, car ce sont eux qui contrôlent les élections. Et il suffit de mettre au pouvoir la bonne administration pour qu'elle contrôle l'armée. Il est donc moins coûteux que de mener une guerre militaire, de simplement mener une opération politique organisée, une opération d'influence sur les médias sociaux. Le Pentagone, le ministère britannique de la Défense à Bruxelles, ont créé une infrastructure de guerre politique organisée, initialement stationnée en Allemagne et en Europe centrale et orientale, pour créer des zones tampons psychologiques, afin de permettre aux militaires de travailler avec les entreprises de médias sociaux pour censurer la propagande russe ou les groupes populistes de droite en Europe, qui montaient en puissance à l'époque en raison de la crise de l'immigration. Ainsi, notre département d'État et le Pentagone ont systématiquement ciblé des groupes tels que l'AfD, une alternative pour l'Allemagne, et des groupes en Estonie, en Lettonie et en Lituanie. Lorsque le Brexit s'est produit en 2016, il s'agissait d'un moment de crise où, soudainement, il n'avait plus à s'inquiéter uniquement de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est. L'idée d'un contrôle russe sur les cœurs et les esprits se dirigeait vers l'Ouest. C'est le Brexit en juin 2016. Le mois suivant, lors de la conférence de Varsovie, l'OTAN a officiellement modifié sa charte pour s'engager expressément à monter des guerres hybrides dans le cadre de cette nouvelle capacité de l'OTAN. Ils sont donc passés de 70 ans de chars d'assaut à cette capacité explicite de censurer les tweets s'ils étaient considérés comme des mandataires de la Russie. Et encore une fois, il ne s'agit pas seulement de propagande russe, il s'agit de groupes Brexit ou de groupes comme Matteo Salvini en Italie, en Grèce, en Allemagne ou en Espagne par le parti Vox. À l'époque, l'OTAN publiait des livres blancs affirmant que la plus grande menace à laquelle elle était confrontée n'était pas une invasion militaire de la Russie, c'est la perte de 2 élections nationales en Europe. Et tous ces groupes populistes de droite qui, parce qu'il s'agissait principalement de mouvements de la classe ouvrière, faisaient campagne sur l'énergie russe bon marché à un moment où les États-Unis faisaient pression sur cette politique de diversification de l'énergie.
C'est ainsi qu'ils ont avancé l'argument après le Brexit. L'ensemble de l'ordre international fondé sur des règles s'effondrerait à moins que les militaires ne prennent le contrôle des médias, parce que le Brexit donnait lieu à un Frexit en France avec Marine Le Pen, à un Spexit en Espagne avec le parti Vox et à un Italexit en Italie, à une sortie aussi pour l'Allemagne et à un Grexit en Grèce. L'UE se désagrégerait et l'OTAN serait tuée sans qu'une seule balle ne soit tirée. Et non seulement cela, mais maintenant que l'OTAN aurait disparu, il n'y aurait plus d'organes d'exécution pour le Fonds monétaire international, le FMI ou la Banque mondiale. Ainsi, les acteurs financiers qui dépendent de l'état de sécurité nationale seraient pratiquement impuissants face au gouvernement du monde entier. De leur point de vue, si l'armée ne commence pas à censurer l'Internet, toutes les institutions et infrastructures démocratiques qui ont donné naissance au monde après la Seconde Guerre mondiale s'effondreraient. Vous pouvez donc imaginer lorsque Donald Trump a gagné les élections de 2016. Vous venez de raconter une histoire remarquable que je n'ai jamais entendue, expliquée de façon aussi lucide et claire. Mais est-ce que quelqu'un à l'OTAN ou au département d'État a fait une pause et s'est dit « Attendez une seconde, nous venons d'identifier notre nouvel ennemi comme étant la démocratie à l'intérieur de notre propre pays ?» C'est ce que vous dites. Ils craignaient que les peuples, les citoyens et leur propre pays n'obtiennent ce qu'ils voulaient et ils sont entrés en guerre contre cela. Oui, vous savez, il y a une riche histoire à ce sujet qui remonte à la guerre froide. La guerre froide en Europe était essentiellement une lutte similaire contre les cœurs et les esprits des gens, en particulier en Europe centrale et orientale. Vous savez, dans ces sortes de zones tampons soviétiques. Et vous savez, à partir de 1948, l'état de sécurité nationale a vraiment été mis en place. Il y a eu la loi de 1947 qui a créé la CIA. Ce nouvel ordre mondial a été créé avec toutes ces institutions internationales. La déclaration des Nations Unies sur les droits de l'homme de 1948 interdisait l'acquisition de territoires par la force militaire. Il n'est donc plus possible de diriger un gouvernement d'occupation militaire traditionnel comme nous le faisions en 1800.